La deuxième partie de cette soirée est intrinsèquement liée à l'exposition de Daniel Franck, qui est présentée jusqu'au 26 juin dans le hall principal du bâtiment hospitalier. Pour les personnes qui seraient dans l'impossibilité de la visiter, nous vous encourageons à aller sur notre site internet chuv.ch/culture, où vous trouverez également le lien sur le site de l'artiste. Diplômé de l'École cantonale d'art de Lausanne, né en 1968 à Zurich et originaire des Grisons, Daniel Franck vit et travaille à Lausanne. Pour sa troisième exposition personnelle à l'espace Chuv, après celle de 1999 et de 2005, Daniel Franck expose ses œuvres récentes, qui sont des huiles sur toile de grand format et des dessins au crayon et la vie autour du thème du paysage. La montagne, les arbres, une poétique de l'instant sont ses sujets de prédilection, au travers desquels il interroge la peinture elle-même et ses jeux de référence. On pense en effet aux grands peintres contemporains, car c'est un fait, la peinture n'est pas morte du tout, comme l'annonçaient certains. Ici, les recouvrements et superpositions de voiles de couleurs opèrent un processus à la fois d'effacement et d'apparition, entre figuration et abstraction, qui crée un espace transitoire, révélateur aussi d'une image mentale. Objectivité et subjectivité de l'interprétation artistique est justement le sujet de la conversation qui va suivre, menée par Jacques Pauget, entre Daniel Franck et l'écrivain Eugène. Eugène, auteur entre autres de La Vallée de la Jeunesse, publié en 2007, prix des auditeurs de la RSR et coup de cœur roman de Lettres Frontières, lauréat de la Fondation vaudoise pour la promotion et la création artistique en 1998, président de la Société suisse des écrivains de 2000 à 2002, Eugène a collaboré depuis ses débuts avec Daniel Franck et est co-auteur de son premier catalogue publié en 1997. Avant de leur donner la parole, il ne me reste plus qu'à préciser qu'un apéritif est ensuite offert à la sortie, apéritif auquel vous êtes cordialement invités. Voilà, je vous passe la parole. Vous êtes donc de vieux complices, et j'aimerais commencer par Eugène. Au fond, pour repartir sur le lieu et sur le paysage, avant d'arriver à l'objectif subjectif, comment est-ce que tu lis la peinture de Daniel Franck dans toutes ces modalités? Parce qu'elle évolue beaucoup. Daniel a des périodes avec des thèmes très différents, même les techniques qui changent. Mais il y a un fond qui est lui. Comment est-ce que tu le lis? Très bonne question. En tout cas, je l'ai rencontré quand il demandait aux gens est-ce que vous n'êtes pas chez vous mardi prochain? Est-ce que vous me laisseriez aller chez vous pour que je peigne votre intérieur? Donc, c'était des tableaux qui s'appelaient intérieurs et il demandait aux gens de vider les lieux de leur présence et lui se laisser imprégner. Ça me parlait beaucoup, en tout cas pour moi, être chez les gens tout en étant illégal un peu, voilà. Sa peinture, il a une manière de ne pas fuir le sujet. S'il peint des montagnes, certains dessins vont jusqu'à écraser la mine du crayon pour faire la crête de la montagne. Et il y a un immense courage. Il est à Venise et il peint Venise. Alors, peindre Venise au bout de 800 ans, c'est pas facile. On a peint Venise, même si à 800 ans, on ne peignait pas vraiment les choses. Mais donc, il y a ce courage-là, se coltiner avec le sujet. Je viens en 2010, je viens en 2012, 14. C'est pas important. Essayons de voir ce que moi je vois. Quand il est à New York, eh ben, de la même façon, il essaie de peindre des gratte-ciels. Et on a photographié des gratte-ciels. Elle est si photogénique, cette ville. Alors, j'ai beaucoup regardé ces peintures de ville. Et aussi, ce qui m'intéressait, des fois, son point de vue. C'est comme s'il baissait les yeux et il peint des trottoirs. Je ne sais pas si c'est du désespoir ou si c'est l'envie de ne pas se dire que je suis dans une ville et je lève la tête, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je suis en train de fouler. Donc, il y a une curiosité et un courage.
dans la plupart de ces tableaux, dessins. Voilà. Est-ce que tu te reconnais dans ce portrait? Ben, j'en suis très touché, je te remercie. Il parle beaucoup mieux de ma peinture que ce que je pourrais. Il y a courage, peut-être. Il y a aussi le fait que je ne sais simplement pas quoi faire. On croit toujours que les artistes savent ce qu'ils veulent faire, mais au départ, on ne sait pas. Et donc, on observe. Lorsque tu peins le trottoir, c'est par désespoir? Non, par émerveillement, parce que je découvre un univers en dessous de mes pieds, tout d'un coup, et que tout est là, devant nous. Alors, c'est par hasard que les chemins se tracent et que des portes s'ouvrent. Et je suis habitué à regarder toujours dans le lointain. J'aime regarder loin. Il y a des gens qui aiment regarder proche, auprès. Moi, je suis attiré par ce qui se passe dans le lointain, aussi par une envie de m'envoler. Alors, tout d'un coup, regarder par terre, pour moi, c'est me surpasser. C'est le courage, c'est se confronter à la difficulté. C'est une surprise, c'est un bouleversement. C'est d'évolution que je cherche continuellement, me surpasser, me surprendre, me déséquilibrer, enfin me mettre en état de déséquilibre. Cet état de déséquilibre que tu recherches, c'est une manière de progresser, de changer. C'est une manière ensuite de retrouver l'équilibre, mais différemment, de bouger, de vivre, parce que je crois que la vie est un déséquilibre permanent, en fait. Comme la marche. Comme la marche, et que c'est là la beauté, elle n'est pas dans l'équilibre. Et que s'il y a une crise, c'est parce qu'il y a trop d'équilibre. Ça nous mènerait loin, mais on va revenir au thème objectif, subjectif. Est-ce que c'est la même chose que... On parle de la littérature, mais est-ce que c'est la même chose que figuratif abstrait? Pour toi? Pour Daniel. C'est une question qui ne se pose plus tellement pour moi actuellement. On en a tellement parlé. Il y a un débat là-dessus et je trouve qu'on arrivait à comment une fin. Donc pour toi, le fait, tu ne te poses pas la question? Plus, non. Et tu es figuratif? Je suis figurative parce que j'aime voir le monde comme il est. Est-ce que c'est une recherche d'objectivité? Au bout du compte, oui, mais à travers une très grande subjectivité. Mais je pense que tout part de mon intimité, d'une intériorité, d'un besoin tout à fait incompréhensible, mais que... Incompréhensible. Oui, pour moi, oui, bien sûr. Et que j'ai envie de comprendre certaines choses. C'est même l'expérience plus intime de la peinture, c'est comprendre. C'est pas savoir, c'est comprendre un arbre, c'est comprendre ce qui m'entoure. Très naïvement. Et donc, j'ai besoin de la forme, j'ai besoin du concret. Mais après, à travers cette forme, j'espère d'accéder à un univers plus abstrait. Donc, c'est très difficile de dire où est la frontière entre abstraction et figuration. Alors, je me posais la question en regardant ton exposition tout à l'heure. Il y a des choses qui sont d'une précision extrême et puis d'autres pas du tout. Et c'est la même période. Et je me suis demandé ce qui te dicte cette manière ou cette autre manière. Alors,
j'aime transgresser, transcender aussi la réalité. Donc je suis précis là où personne devrait, enfin n'est précis, et je suis très imprécis où on attend que je suis précis. Donc il y a un décalage que je fais consciemment aussi. On dit le diable est dans le détail. Donc, il ne faut pas tomber dans ce détail. Je ne suis pas maniaque. J'essaie d'avoir une vision générale des choses. Il y a un tableau dont on pourrait croire de loin que c'est une photographie. De loin? Oui. De loin. Si on s'approche, non, mais de loin. Alors, vous devez me dire ce que c'est une photographie. Ce que c'est une photographie? Vous savez, moi, ce que j'aime dans la peinture, c'est peut-être tout à fait personnel, mais c'est que une peinture, on la regarde, mais elle nous regarde aussi. Elle est là, physiquement présente. Et je pense qu'elle émane une énergie, une vibration. Elle occupe, elle transforme un espace et qu'on n'a pas besoin de la regarder forcément parce qu'elle nous regarde avant qu'on la regarde. Et c'est cette sensation que j'ai. J'ai jamais cette impression avec une photo. Une photo, pour moi, elle existe parce que je la regarde, parce que je la lis comme une page de livre. Alors, quand vous dites « elle a l'air d'être une photographie », pour moi, c'est contresens. Ouais. Contresens. Mais il y a la photographie aussi, parce que je travaille avec beaucoup de médiums en même temps. Quand j'observe un lieu, j'utilise soit que mon regard, mon souvenir, mon crayon, ou alors des photos que je prends. Et tout ce matériel constitue après une sorte de trésor intime avec lequel je travaille. Il faut que je donne la parole à Eugène, parce qu'on ne va pas parler que de peinture. Tu m'as donné un livre tout à l'heure qui s'appelle Dernier mot. D'ailleurs, c'est pas vrai, c'était pas du tout ton dernier mot. Non, mais... heureusement non. Non, c'était le nom d'une chronique. Voilà. Et je l'ouvre au hasard et je vois « Dis-moi ce que tu vois, je te dirai qui tu es ». Et je pensais au lieu en me disant « Mais c'est prémonitoire cet article ». C'est vrai. Oui. Le lieu pour toi est absolument essentiel dans ton œuvre. Pendant que je faisais mes études, il y avait un prof de sociologie ou ethnographie, je ne sais plus, un des deux, qui nous avait parlé d'une projection. Ça m'a marqué. Moi, je n'ai pas vu la projection, mais on a projeté à des Africains, je pense que c'était des Papous, on leur a projeté vers 1915, comme ça, un documentaire sur New York. On voyait New York en 5 minutes. À la fin du documentaire, on a demandé à ce public, qu'est-ce que vous avez vu? Et les Papous ont répondu, on a vu une poule. Et les ethnologues étaient très étonnés par cette réponse. Eux-mêmes ont revisionné, et effectivement, il y avait un plan à Brooklyn, on voyait une poule qui traversait au fond une cour intérieure. Les ethnologues n'avaient pas vu la poule, eux-mêmes. Voilà, donc, une autre réflexion de Borges qui résume ça, c'est on ne voit que ce qu'on connaît. On est habitué à voir certaines choses, donc on les voit. On est spécialiste de quelque chose, on voit la faille justement dans le système. Donc on a notre regard qui est éduqué, alors on a appris à voir certaines choses et puis même pas remarquer d'autres. Du coup, j'essaie d'avoir un regard le plus ouvert possible sur les choses, dans lequel se mêle un peu de ce que je sais de la psychologie humaine, d'histoire de l'art, d'architecture. Consciemment, tout ça? Consciemment, non, mais bien sûr que j'ai mes obsessions. Du coup, j'arrive dans un lieu et j'ai réussi à voir un truc qui me correspond parfaitement, quoi. Comme par hasard, je trouve un paradoxe ou une absurdité, et puis voilà.
Voilà, du coup, je traverse le monde, mais je vois quand même, je viens avec mes bagages, ma vision du monde, qui ne me quitte pas. Dans le poème sur Bucarest qu'a lu Pierre-Alain Tache, j'ai aussi été dans cette cour intérieure où il y a la librairie Humanitas. Ça me parle beaucoup comment il, lui, décrit en combien de détails on peut faire naître les choses. Il y avait un chien qui se promenait, je vois tout à fait qu'il y a beaucoup de chiens errants dans cette ville. Le rond de Humanitas, enfin, un ovale, il y avait des tables dans la cour intérieure. Voilà, il suffit de quelques traits de peinture ou quelques mots pour décrire une ambiance, mais il parle aussi de son intériorité à travers ça, ce que lui a ressenti en étant assis dans cette cour. Alors, l'espace, on le crée grâce à nos bagages, et c'est un vrai paradoxe. On peut être à l'autre bout du monde, mais on est conditionné à voir certaines choses. Quand on a préparé cette rencontre, Daniel a dit « Le lieu nous fait-il ou est-ce nous qui le faisons ?» J'avais noté cette question en me disant « Mais ça, tu l'as posé comme une interrogation. Tu n'y avais pas vraiment répondu. » Non, parce que je n'ai pas trouvé la réponse définitive. Non. Et puis qu'on vit les choses très différemment, je suis touché par sa description. Lui, il vit les lieux, regarde le monde avec sa connaissance. Et je suis émerveillé par ta richesse de savoir que tu es en train d'accumuler, avec lequel tu peux jouer et transmettre de façon ludique et très intelligemment. En tant que peintre, ça fonctionne presque à l'inverse. C'est-à-dire ? C'est que cette connaissance ne m'aide pas beaucoup. Le savoir ne me fait pas peindre. Les mots me bouchent la vue. Si je dirais. Les mots te bouchent la vue ? Oui, alors à fond. Quand je suis en train de peindre, c'est un autre état. Parce que je travaille avec la couleur. Les couleurs sont silencieuses. Donc, oui, je serais tenté de dire le contraire. Je me concentre uniquement sur mon regard, qui essaie de pénétrer la réalité telle qu'elle est. J'aime beaucoup l'expression de Giacometti qui disait qu'on a comme des voiles devant nous et qu'il faut toujours les ouvrir, les déchirer, les percer pour entrer dans une autre réalité derrière et encore de suite. Bon, ce qui fascine avec Giacometti, c'est qu'il n'a jamais réussi à finir un portrait. Il les a plus ou moins abandonnés. Il a décidé que je m'arrête là, mais ce n'était jamais terminé. Du coup, on dirait qu'il y a tout le temps des voiles. C'est difficile de dire, en tout cas pour lui, que voilà ce que je vois vraiment. Pour toi, ça s'arrête quand un tableau? Une bonne question. Quand il est exposé au CHUV. Ne dis pas ça parce que c'est le tableau qui me dit à un moment donné, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. J'ai une autre démarche que Giacometti, aussi parce que le monde a changé, l'époque a changé. Nous ne sommes plus les mêmes. Il y a eu une forte mutation de l'être humain. Donc, lui parlait des rideaux, moi j'aurais envie de parler des filtres aujourd'hui. Il y a des filtres partout. Donc ton travail, c'est d'enlever les filtres, c'est de les annuler, de les... Oui, ou de traverser ces filtres. Ouais. Puis voir ce qui reste encore derrière le filtre, derrière les filtres. Ouais. Donc c'est totalement subjectif.
C'est subjectif, oui, parce que personne d'autre pourrait faire exactement ce que je suis en train de faire. Mais le résultat, je me pose la question, n'est-il pas aussi objectif, puisque quelqu'un d'autre peut revivre la même chose. Et la peinture, plus que tout autre art, est un lieu de projection. C'est aussi un miroir. Donc, je suis toujours étonné de ce que les gens voient. Parfois, pas du tout ce que j'y ai pensé. Donc il y a quelque chose en commun qui est objectif. Ils voient une poule à New York. Lorsque tu fais un travail comme Eugène, comme dans un livre J'ai lu que, qui est une série de faits, tout est factuel, tout est vérifié, tout est exact, et en même temps c'est une expression extrême de ta subjectivité. Oui, le livre Dans un livre J'ai lu que, c'est une série d'anecdotes vraies, enfin une collection d'anecdotes vraies sur les livres qui commence par Dans un livre J'ai lu que. Des histoires trouvées dans les livres qui parlent des livres. Alors, oui, c'est que des histoires vraies entre différents pays, ce qui est arrivé aux écrivains, les bibliothèques bizarres. Et petit à petit, il y a mon autoportrait qui apparaît. Mes dadas, mes plaisirs de lire, mes auteurs fétiches, ils apparaissent là. Donc, à travers ça, c'est un autoportrait les plus saisissants que je puisse faire de moi, enfin, plus honnête. J'expose ma bibliothèque, et puis dans une bibliothèque, il y a nous, nos plaisirs, nos vies cachées, parce que pour avoir déniché ça, ça veut dire qu'on a dû lire ce livre très bizarre, et ainsi de suite, si on cherche d'où viennent toutes ces anecdotes. L'objectif et le subjectif, ça me passionne beaucoup. Au début, je croyais que c'était possible d'être objectif. Après, j'ai laissé tomber aussi. On fête les 40 ans d'un projet fou. C'était en 74. Il y a Georges Perec qui s'est assis à une terrasse de café, l'écrivain français Georges Perec. Et pendant 3 jours de suite, il a essayé de décrire une place de Paris. Et le bouquin s'appelle, qui est sorti l'année suivante, Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Voilà, et en octobre prochain, on fête les 40 ans de ce projet. Il l'a fait en 74. Et c'est un projet complètement utopique. C'est impossible de tout décrire jusqu'où je dois aller. Est-ce que je dois zoomer sur un paquet de cigarettes? Est-ce que je dois zoomer sur le contenu du paquet de cigarettes, décrire les ingrédients et ainsi de suite? Jusqu'où m'arrêter dans la description d'un trottoir? Est-ce que je dois parler de chaque fissure et des 2 fissures qui ressemblent à un arbre, 2 branches d'arbre, ou bien je dis juste que le trottoir est morcelé, et ainsi de suite. Alors, c'est un projet qui me parle beaucoup. Ça, c'était l'extrême, même si c'était impossible, mais il y a consacré 3 jours quand même, et le livre existe. Daniel. Oui, c'est une problématique qui me touche profondément aussi, parce que c'est la question de la distance envers les choses. Et donc là, il s'agit d'une distance peut-être plus mentale, intellectuelle. Moi, elle est plus physique. Je veux dire, quelle distance est-ce que je prends de tel et tel arbre ou telle montagne? Parce que tout change. Si je m'approche ou je m'éloigne de la chose. Et moi, j'aime bien l'idée du milieu, donc de la bonne distance, d'avoir de la bonne distance envers tout, d'ailleurs, dans la vie, envers les humains, envers moi-même, c'est trouver la bonne distance. Et c'est une véritable quête. Et je la sens dans mon dessin plus profondément encore, parce que c'est immédiat. Voilà, je dois me placer physiquement quelque part et décider à quelle distance je vais observer. Et le dessin, dans le dessin, il y a ta série sur ton village tessinois. Des Grisons. Des Grisons, pardon. Bondon. Voilà. Et là, tu te places dans la situation de l'aquarelliste, parce que tu travailles rapidement. Oui. Et c'est l'espace et le temps se rejoignent.
J'ai eu un sentiment d'instantané interprété, de subjectivité, une tentative d'objectiver la subjectivité en un instant sur une feuille de papier avec une seule couleur. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas Oui, du tout? alors c'est comme une vision que j'ai. Pour moi, c'est des moments de grâce que je peux pas enfin, demander. En fait. Ça se produit. Ça se produit cycliquement. Je me mets peut-être dans un état d'une très haute réceptivité. Et puis ça monte en crescendo. Je dessine plusieurs mois. Peut-être après 3-4 mois, j'ai atteint la plus haute sensibilité. Et puis là, oui, arrive ce que monsieur disait aussi, les cadeaux. Un état de grâce. Un état de grâce. Après, ça repart, c'est fini. Je dessine comme un pied gauche. Et puis je dois attendre de nouveau. Donc je pense que dans cette vision instantanée, il y a quelque chose de profondément objectif, puisque c'est quelque chose qui me dépasse, en quelque sorte. J'en suis tout aussi étonné. Je n'ai pas l'impression que c'est moi qui a fait. Je vois la plupart des œuvres ici exposées comme les œuvres de quelqu'un d'autre. J'apprécie, j'en suis touché, et quand j'ai le sentiment que c'est moi qui l'a fait, je sais que c'est moi bien. Enfin. Mais ça nous écarte de la subjectivité, c'est un autre problème. Voilà. Pour Eugène, lorsque tu te lances dans un projet comme faire un guide de voyage sur un pays qui n'existe pas, c'est une description objective d'une réalité inventée ou c'est une pure traduction de ta subjectivité débridée? Alors, j'ai fait un guide de voyage qui s'appelle la Pamukkale, pays fabuleux. J'ai inventé un pays entre la Turquie et la Syrie. Puis c'est un guide de voyage du pays. Je suis parti d'un voyage que j'ai fait en Syrie, Turquie, Jordanie. Il y a longtemps, en 99, on pouvait se promener en Syrie. Et j'avais à côté de moi, dans la main gauche, le guide du routard, qui se veut objectif. Et dans la main droite, j'avais le voyage en Grande Garabagne de Michaud. Et les descriptions de Michaud étaient beaucoup plus utiles pour parler d'une ville comme Raqqa, qui est au nord de la Syrie, que le guide du routard. C'était flagrant. Le guide du routard n'avait rien vu. Il disait que c'était une ville où il n'y avait pas besoin de rester. Et les descriptions de places publiques de la Grande Garabagne, mais c'était parfait, c'était tout à fait la Syrie. Alors, ça m'a beaucoup marqué, ça. Et puis, l'autre envie, c'était un rêve de faire mon pays à moi, ma cabane au fond du jardin. Inventer un pays, puis comme il y en a tellement depuis beaucoup de philosophes, Platon qui invente l'Atlantide et ainsi de suite, je me suis dit qu'une forme contemporaine, c'est le guide de voyage. Il y a un guide pour tout et aussi un guide pour trouver une chambre à $10 à Pékin, quoi. Donc j'ai mélangé toutes ces envies, ces observations, puis j'ai fait ce guide de voyage, c'est sorti en 2003. Et pour nourrir un pays, j'ai dû le remplir d'histoires vraies, observées pendant mon voyage. Il y a un dictateur comme dans mon pays à moi, la Roumanie, je suis né à Bucarest, donc je suis inspiré de la Roumanie de Ceausescu pour parler de la dictature en Pamukkale. Alors j'ai mis mes propres souvenirs dans ce pays imaginaire. J'ai mis des observations faites durant mon voyage de 10 semaines au Proche-Orient et 1000 autres anecdotes lues. Je transforme une anecdote pour en faire finalement un hôtel. On me raconte un collectionneur bizarre et je me dis, tiens, ça pourrait être le patron d'un hôtel qui fait cette collection. Puis du coup, il y a un personnage à rencontrer si on va dans cette ville de Pamukkale. Mais là, c'était un vrai plaisir d'inventer, mais ex nihilo, c'est impossible d'inventer. Donc, mes souvenirs sont appelés. Et j'étais plus loin, j'ai demandé à un ami illustrateur, Pierre-Alain Bertola, de me faire des croquis de voyage de ce pays imaginaire. Je lui ai parlé du pays, je lui ai donné le texte, je lui ai donné quelques photos, mais il n'avait pas eu trop besoin de photos du Proche-Orient. Et il a fait des croquis de voyage. C'était encore plus loin, aller encore plus loin dans
le vraisemblable et en même temps la fantaisie. Parce qu'il fait non seulement des plans de villes, de pays imaginaires, mais aussi il a dessiné des monuments. Moi, je les décris en quelques mots, et lui, il les a croqués, il en a fait des croquis de voyage. C'était passionnant comme travail, entre le vrai, le faux, l'objectif, parce que le Proche-Orient existe, et mon pays est au Proche-Orient. Par exemple, Le Corbusier a construit un temple en Pamukkale. Le plan de ce temple est sur les billets de 10 francs. Et j'ai demandé à ce copain, Pierre-Alain Berthelin, de me dessiner le temple. Moi, je ne voyais pas très bien comment il était, mais comme il a une formation d'architecte, il m'a fait un super temple, enfin une super église pamukkale. C'était très joli, enfin plus vrai que nature. Daniel, ça t'inspire quelque chose, ce mode de fonctionnement? Je ne suis pas aussi courageux que lui à inventer moi-même des lieux. Par contre, ce qui m'est arrivé aussi, c'est de me nourrir d'images que quelqu'un m'a transmises. Des photos? Des photos, une photo bêtement envoyée par une image, par un téléphone, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans 90% des cas, c'est moi qui suis dans un lieu et que je m'inspire de ce lieu ou que j'ai une relation avec ce lieu très forte. Mais là, dans quelques cas, je me suis laissé prendre par l'imagination de quelqu'un d'autre et que je connais. Donc, je suis entré dans un lieu que je n'ai jamais vu à travers son image et j'ai peint d'après ça. J'ai été très réconforté récemment en ayant vu l'exposition de Hiroshige à Paris. J'ai toujours cru que lui, il avait parcouru le Japon entier en ayant croqué, dessiné partout ces merveilleuses vues du Japon. Et là, ils ont exposé justement des guides de l'époque, des guides dessinés par des moines itinéraires, de façon tout à fait rudimentaire, simple, desquels Hiroshige s'est inspiré. C'était des guides illustrés? Illustrés au dessin, mais sans aucune qualité artistique, juste pour expliquer aux voyageurs à l'époque quelle route prendre, quelle montagne il y a là et quelle auberge il peut trouver sur cette route. Et Hiroshige s'en est procuré ces guides. Et on sait maintenant que peut-être beaucoup de ces vues qu'il a dessinées, il les a jamais vues lui-même. Il les a vues dans ses guides et son imagination était tellement forte qu'il les a transcendées. Et il nous a fait entrer dans une conscience collective. Tout le monde maintenant, qui connaît plus ou moins ces estampes japonaises. Et donc, l'image a voyagé. Et m'est arrivé une chose, justement, avec une image que j'ai reçue d'une amie et que j'ai peint et qu'on voit ici au CHUV, c'est la montagne violette. Je lui ai demandé, après coup, d'où c'était. Alors, elle ne se souvenait même plus qu'elle m'a envoyé cette image. Elle n'avait déjà plus cette image parce qu'elle s'était effacée. Et elle ne sait pas où c'est. Voilà. Donc c'est une faute, c'est un lieu réel, inconnu. Voilà, mais qui est entré maintenant dans une dimension purement onirique. Et ce qui existe maintenant, c'est cette peinture qui est exposée et puis que peut-être tout le monde, chacun s'en fait une autre image. Donc, je trouve ça assez merveilleux comment les choses voyagent. Oui, en fait, sont reprises
par une personne qui transmet d'une certaine façon et ça finit. C'est le destin des images, c'est le destin de la réalité. La réalité se promène entre beaucoup de mains et puis se transforme. J'aimerais rester un instant sur la photo. Tu utilises la photo tout à fait différemment d'un Richter, par exemple. Oui, parce que lui, il réfléchit sur la photo. Moi, ce que j'aime de préférence, c'est des photos qui sont ratées, qui sont pas bonnes, parce que autrement, je ne pourrais rien imaginer, enfin, rien y ajouter. Quand une photo est très bonne, ou souvent spectaculaire, parce qu'aujourd'hui on peut faire des photos très spectaculaires, je n'ai aucune inspiration. Donc l'objectif beau ne stimule pas ta subjectivité. Non, parce que il faut qu'il y ait une faille. Il y a une faille. Et, moi, j'ai envie de transformer la réalité. Ma peinture transforme la réalité. C'est ma recherche. Donc, quelque chose qui est déjà trop parfaite, je peux pas transformer. De Richter a une autre démarche. Ça mériterait un discours, mais assez long. Mais je peux utiliser la photo plutôt comme moyen pour aller vers la peinture. Par exemple, il a travaillé sur des street parades. Il a photographié des dizaines de danseurs dans la street parade. Et il en a extrait quelques personnages. Aucun n'existe dans la réalité, parce qu'il est composé de 7-8 personnages différents. Moi, quand j'avais fait un catalogue avec toi, il y avait une série que j'avais trouvée super intéressante. Tu te photographiais, tu mettais l'appareil photo au bout de la main pour faire des autoportraits dans certains moments où tu étais heureux ou en plein doute, et ainsi de suite. Donc, il est l'inventeur du selfie. Alors, cet homme est l'inventeur du selfie, et c'était vers 8h15 que je voulais faire cette déclaration importante dans l'histoire de l'art. Donc, le selfie a été inventé en 92 à Lausanne par Daniel Franck, environ. Oui, alors voilà, il faisait des selfies avant l'heure et il avait la photo et ensuite il peignait cette photo, il s'est inspiré de la photo pour faire une huile sur toile, mais ce n'était pas la photo qui était essentielle, c'était juste, il avait besoin de ce témoignage objectif et après lui il travaillait dessus. Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Alors, ton allusion à 8h15, c'était pour me rappeler qu'on doit donner la parole au public, c'est ça? En même temps, j'ai fait un triple jeu. Alors, est-ce que vous désirez intervenir, mesdames et messieurs? Le micro viendra vers vous. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais remercier les artistes qui se sont prêtés ce soir à cet exercice de dévoilement, tant Pierre-Alain Tache que Eugène et Daniel Franck. C'est courageux de se dévoiler comme ça parce qu'on va très profond quand on parle de son art. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je ne sais pas si tu veux conclure ou annoncer la prochaine manifestation. Non. Merci et bonne fin de soirée. On vous attend dehors pour boire un apéritif. Merci à toi.